Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public. Vous le savez, la promesse est dans le titre. Donner du sens à l'actu. Vous proposez tous les soirs des clés de compréhension des mutations de notre société. Et voici le sommaire de ce 17 octobre. C'est une semaine noire qui commence pour le gouvernement. La grève qui continue dans plusieurs raffineries Total Énergie. Et demain, la CGT et ses alliés qui veulent étendre le mouvement aux transports, aux crèches, aux centrales nucléaires, entre autres. Emmanuel Macron et sa première ministre sont-ils tombés dans un piège tendu par les syndicats proches des partis de la NUP? Ce sera notre premier débat. Et puis notre second thème, volontairement décalé de l'actualité, vous le savez, il sera consacré au sondage. Faut-il faire comme le quotidien Ouest France en octobre dernier? Nous, on estime à Ouest France que ce n'est plus possible. Nous refusons de participer, comme le dit François-Xavier Lefranc, à cette grande manipulation qui consiste finalement à fabriquer l'opinion sans parler des propositions des candidats. Les sondages nuisent-ils à la démocratie? Faut-il en changer les règles? Les médias peuvent-ils s'en passer? Ne ratez pas notre second débat dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, donc, la crise des carburants qui continue malgré l'accord signé par 2 syndicats majoritaires chez Total Énergie. Cécile Sixou. Emmanuel Macron s'impatiente. En visite au mondial de l'automobile, il veut régler la crise des carburants au plus vite et réunit ce soir en urgence à l'Elysée 6 de ses ministres. Et je veux que ça se règle le plus vite possible. Moi, surtout, je suis aux côtés de tous nos compatriotes qui galèrent et qui en ont assez de cette situation. Donc voilà, je veux simplement leur dire qu'on va continuer de faire le maximum. Le gouvernement a ordonné de nouvelles réquisitions à Fézin dans le Rhône et prolongé de 6 heures celle du dépôt de Mardic, près de Dunkerque dans le Nord. Au total, 3 autres raffineries poursuivent les blocages en France, dans les Bouches-du-Rhône, en Normandie et en Loire-Atlantique. Une grève inacceptable et illégitime pour Bruno Le Maire qui estime que le temps de la négociation est terminé. C'est inacceptable et c'est illégitime. Il faut libérer les dépôts de carburant, libérer les raffineries qui sont bloquées, utiliser les moyens de la réquisition et faire en sorte que, comme dans toute démocratie, la voix de la majorité l'emporte sur la voix de la minorité. La semaine dernière, 2 syndicats majoritaires ont trouvé un accord avec la direction de Total Énergie, mais la CGT le rejette. Cet accord, il prévoit 5% d'augmentation générale de salaire. Et nous considérons que c'est insuffisant. Les propositions de la CGT, c'est 7% d'augmentation générale de salaire liée à l'augmentation du coût de la vie et 3% par rapport au partage des richesses. Il faut que la négociation se prolonge. Mais en tout cas, 5% d'augmentation générale de salaire, c'est inacceptable. La CGT continue le bras de fer avec le gouvernement et appelle d'autres professions à faire grève demain. De son côté, l'exécutif craint la contagion du mouvement social. Voilà, cette grève dans les raffineries, cette possibilité d'une contagion du mouvement social avec l'appel à une journée d'action interprofessionnelle demain. 2 des thèmes dont on va parler tout de suite avec mes invités. Catherine Tricot, bonsoir Catherine, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes directrice de la revue Regard. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Fondateur, directeur d'Atlantico. Daïko Douy, bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Heureux de vous accueillir. Vous êtes éditorialiste politique sur France Info TV. Et Mathieu Croissando, bienvenue Mathieu, bonsoir. Éditorialiste politique. Bon, je commence. On rebondit sur le sujet qu'on vient de voir de Cécile Sixou, cette grève qui continue, elle le disait, je le disais en titre, malgré le vote d'un accord de 2 syndicats majoritaires. Est-ce que vous diriez, Catherine Tricot, qu'elle est en train de changer de nature quand même? Pourquoi? Parce qu'il y a 2 syndicats majoritaires qui ont voté la reprise du travail, qu'on peut parler d'une sorte de mutation un peu vers une grève plus politique, par exemple. Non, je ne le crois pas. C'est-à-dire que historiquement, il y a des syndicats majoritaires, mais ça ne obère pas le droit de grève des salariés. Donc, en l'occurrence, ils exercent leur droit de grève, quand bien même des syndicats majoritaires qui ne sont pas majoritaires dans les raffineries, voilà, se sont prononcés pour une augmentation qui est inférieure au coût de la vie. Bon, voilà, et donc eux, ils se disent, si Total, qui fait tant de bénéfices, ne nous donne pas une augmentation équivalente à l'inflation, alors les autres salariés et nous-mêmes, nous sommes défavorisés. Et par ailleurs, c'est un très mauvais signal pour l'ensemble des salariés en France. C'est-à-dire que si Total ne paye pas au moins le coût de la vie, alors qui va payer le coût de la vie? C'est-à-dire qu'on va continuer de faire une pression à la baisse sur les salaires. Et je pense que c'est pour ça que ce mouvement rencontre c'est pas un soutien unanime parce que les gens sont partagés. Un partage de l'opinion publique. Oui, c'est 50-50.
Donc c'est un partage d'opinion publique. Elle est partagée là-dessus, et puis en même temps elle est majoritaire pour la réquisition. Oui, tout à fait. Elle est gênée. Voilà. Je pense que l'opinion des Français et des Français sont très gênés par cette grève, mais le fond de la revendication, lui, reçoit un certain soutien parce que les gens souffrent des baisses de salaire, sachant qu'on est déjà dans des salaires bas, comme on le sait, dans tout un tas de domaines, l'hôpital, l'école, etc. On va y revenir évidemment. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que vous dites que la grève prend une tournure politique ? Elle l'a depuis le début. En réalité, il y a eu deux dimensions. Bien sûr qu'il y a des salariés de Total ou d'autres entreprises pétrolières qui étaient, et c'est parfaitement légitime, dans des revendications salariales. Mais quand on regarde la CGT, le calendrier de la CGT, les tensions internes à la CGT entre fédérations, certaines étant plus radicales, d'autres moins. Il y a le congrès qui s'annonce au mois de mars prochain. Il y a les élections professionnelles. On sait que la CGT est menacée d'être potentiellement rattrapée par d'autres syndicats selon les secteurs. Donc il y a une composante politique de toute façon depuis quasiment le mois d'août dernier, parce qu'il y avait un cycle de négociation salariale qui arrivait. Le fait d'avoir voulu l'accélérer, je ne crois pas que les salariés de Total ou de ceux des entreprises, il ne s'agit absolument pas de remettre en cause le niveau de leur rémunération, mais je ne suis pas certain qu'ils étaient à 1 ou 2 mois de près sur les fameuses augmentations. Donc il y a cette composante politique qui est incontestable. Maintenant, moi je crois aussi que probablement Jean-Luc Mélenchon, ceux qui ont essayé de récupérer politiquement ce conflit-là, parce que les syndicats sont dans leur rôle, mais ceux qui ont essayé de le récupérer politiquement sont en train un peu de se casser les dents sur une autre réalité. Il y a une angoisse qui s'est emparée de la société française, sur l'inflation c'est évident, sur le pouvoir d'achat, mais enfin aussi quand même sur les questions énergétiques. Et je crois qu'à l'arrivée, c'est cette angoisse-là qui l'emporte sur la volonté de passer par ce type de conflit-là. Je ne vous dis pas que la préoccupation pouvoir d'achat n'existe pas, elle est majeure dans le pays. En revanche, que ça passe par ce biais-là, je ne crois pas que nous sommes partis vers un conflit généralisé. Dans l'actualité de cette fin d'après-midi, Daï Codouy, il y a donc le président de la République qui a convoqué une réunion des ministres concernés à l'Élysée. On se dit, je ne sais pas trop ce qu'il va pouvoir faire, c'est de la comme purement et simplement, quel levier d'action il a encore Je crois qu'Emmanuel Macron, il s'inquiète quand même que la promesse ou l'engagement, ou tout simplement la parole qu'il a tenue la semaine dernière sur France Télévisions en disant qu'il y aurait un retour vers la normale au milieu de la semaine qui vient, c'est-à-dire au milieu de cette semaine. On devrait y être quasiment dans 48 heures. Voilà, peut-être que ça ne va pas être tenu si on reste dans ce qui est fait aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Clément Beaune ce matin, le ministre des Transports à France Inter, qui lui a parlé d'un retour vers la normale. C'est pas tout à fait un retour à la normale, hein. C'est un peu différent dans le vocabulaire du gouvernement, mais pour la semaine prochaine. Or, entre cette semaine et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les départs en vacances vendredi. Et je pense que c'est évidemment ce que veut savoir Emmanuel Macron, si tout est fait pour tenir ce rythme, au moins de sa promesse à lui, milieu de cette semaine, à minima quand même, que vendredi, il n'y ait pas des gens qui puissent abandonner l'idée de partir en vacances parce qu'ils n'ont pas réussi à faire de plein dans leur voiture, où là, ils pourraient peut-être, dans ce cas-là, avoir un retournement de l'opinion qui en effet est partagé et qui pourrait du coup basculer, non pas en soutien aux grévistes, mais en disant que vraiment le gouvernement est impuissant pour permettre de partir en vacances, tout simplement. Oui, mais la question de la marge de manœuvre ou du levier pour l'exécutif, elle demeure. Je vous propose, allez-y Mathieu, puis on écoutera Elisabeth Borne juste après. Quoi qu'il se passe, ça se retournera contre l'exécutif. Puisque de toute façon, ce conflit c'est un conflit politique en ce sens qu'il a mis sur la place publique, sur le devant de la scène, un débat politique sur le partage des richesses. C'est un vrai débat. Un débat qui avait tenté d'escamoter plus ou moins l'exécutif depuis cet été. Et puis là, ils ont été quand même d'une imprudence folle. On peut railler, critiquer leur manque d'anticipation, mais depuis que la crise s'est déclenchée, depuis qu'ils ont soi-disant les mains en manette, on a tous les 2 jours quelqu'un qui nous dit c'est une question de jour, ça va se régler. Ça fait 10 jours que ça dure. Donc plus ils le disent, plus ils se ridiculisent. Donc soit ils règlent la question, soit ils arrêtent de parler comme ça. Et puis dernière chose, il y a un absent de taille quand même. Hein. Et où est Monsieur Pouyanné ? Je veux dire, c'est un match à 3 qui se joue à 2. Il y a les syndicats, il y a l'exécutif et le patron de Total. Il est aux abonnés absents. Alors ça fait partie des annonces de la journée. Mais lui est aux abonnés absents. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un conflit. Dans un conflit dur. Il est aux États-Unis, Patrick Pouyanné. Il faut juste avoir en tête un élément, c'est que les principaux actionnaires de Total,
ils sont américains. J'entends bien, mais son siège est en France. Total, c'est la compagnie française des pétroles. Non, mais c'est une histoire. Je sais tout ça. Il peut avoir un mot sur le sais les bazar. symboles associés. Il peut avoir je sais les symboles la associés. pagaille qui se passe en France. Je suis assez d'accord avec vous sur le fait que ça tomberait bien qu'ils puissent prendre la parole. Alors, beaucoup de Français préfèrent la ristourne au fait de voir le visage de M. Pouyanné. Donc ristourne qui a été confirmée par Elisabeth Borne et de la part du gouvernement et de la part de Total. Elisabeth Borne qui justement était hier soir invitée du 20h de TF1 et on revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur cette question de marge de manœuvre d'une première ministre face à une telle situation. On l'écoute. Les 10 derniers jours, j'ai mis beaucoup d'énergie pour qu'il y ait des négociations dans les entreprises, chez Esso et chez Total. Parce que c'est bien la bonne façon de sortir du conflit, qu'il y ait des négociations salariales. Et dans les deux entreprises, Esso puis Total, il y a bien eu un accord majoritaire qui a été signé. Et donc, du coup, moi, je demande aux salariés qui restent en grève malgré cet accord majoritaire de respecter l'accord majoritaire et de ne pas bloquer le pays avec toutes les difficultés que ça crée aujourd'hui pour les Français. Jean-Sébastien Ferjou, la marge de manœuvre, là aussi, j'y reviens, elle est quand même faible. Parce que quand il y a réquisition, on dit... il y a certaines critiques qui s'expriment, le gouvernement met de l'huile sur le feu. Et si Elisabeth Borne n'annonce rien, on va dire aveu de faiblesse de la part de la Première ministre. Oui, bien sûr, c'est une ligne de crête, mais en réalité, non, la feuille de route, elle est assez claire. Il faut éviter que ce soit le blocage absolu. Donc, le gouvernement a attendu, aussi bien pour des raisons juridiques, puisque pour que les réquisitions soient validées par la justice, il faut que un certain nombre de conditions soient respectées, que pour des raisons peut-être de cynisme un peu politique, de jouer sur le réflexe légitimiste. Plus le pays est bloqué, et plus l'opinion peut se retourner contre les quelques centaines de personnes, parce que c'est de ça dont on parle, peut-être même quelques dizaines de personnes qui sont à l'origine de la situation. Là où il y a quelque chose... Si on revient sur ce que nous dit, ce que nous dit Elisabeth Borne hier, on l'a souvent présentée comme une première ministre techno, en tout cas dans les premiers jours de son arrivée à Matignon. Est-ce qu'elle est suffisamment politique dans son intervention hier soir ? Non, elle n'est pas politique parce qu'elle court derrière quelque chose qu'elle ne rattrapera pas. Moi, je veux bien qu'on parle de partage des richesses. Le sujet, c'est plutôt, et je pense que les Français en ont conscience, le partage des pénuries et le partage de la récession qui vient et de qui va trinquer pour la récession qui vient. Moi, il y a une autre phrase qui m'a beaucoup plus intéressé parce que c'est vain finalement quand Elisabeth Borne dit on n'a qu'à demander. Enfin, j'appelle toutes les entreprises qui le peuvent à engager des négociations salariales. Oui, très bien, non tac, mais elle pourrait sacrifier des vierges sur un temps plein cas, ça produirait à peu près le même résultat. En revanche, quand Emmanuel Macron nous dit ce matin, il ne faut pas que l'Europe s'enferme dans une dynamique de croissance faible et il faut résister à ceux, suivez mon regard, les Allemands, la Banque Centrale Européenne, qui sont en train de vouloir étouffer la croissance. Ça, c'est le vrai rapport de force politique parce que le pouvoir d'achat des Français de demain, il va dépendre de ça. Sauf que précisément, là où elle n'est pas politique, c'est que personne ne met jamais ces questions-là sur la table et personne n'assume jamais de s'y confronter. C'est pas une question d'augmenter les salaires. La rémunération, le niveau de vie des Français, il dépend de bien d'autres critères comme le logement, comme l'accès au transport. Il y a bien d'autres manières. Vous pouvez augmenter les gens. Si derrière, c'est absorbé par des hausses de l'immobilier, à quoi ça leur sert ? Ce qui est intéressant aussi, d'ailleurs, on a entendu Bruno Le Maire dans le sujet d'ouverture de Cécile Cixous, Catherine Tricot, c'est qu'il y a aussi à l'intérieur de ce gouvernement on va peut-être pas des fractures, mais en tout cas des bémols qui s'expriment. On peut dire ça comme ça. On peut le dire depuis cet été d'ailleurs. Ouais. Parce que quand même cette situation, Bruno Le Maire n'y est pas étranger. C'est-à-dire, il s'est arc-bouté pour dire on ne touche pas au super profit et ça a vraiment, je pense, contribué à mettre Ils ont tordu le bras de Total pour qu'il y ait les fameuses ristournes. Ce qui représente quand même, je pense que ça sera plus de 10 milliards à l'arrivée. Moi, je regrette, mais ce n'est pas du tout la même chose que de ça. Non, c'est pas négligeable, mais ce que je veux dire, c'est que le problème de taxer les super profits, c'est de dire on décide collectivement de l'usage de ces super profits. Là, c'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'argent, c'est Total qui décide comment il l'utilise et éventuellement qui se fait une belle pub pour lui-même. Et puis d'ailleurs, ces stations-service, demandez à Édouard Leclerc ce qu'il en a pensé. C'est quand même, tout le monde est allé chez Total pour chercher son essence et il s'est fait une belle publicité. Là, le sujet n'était pas celui-là. Il est de dire il faut que cet argent vienne à la collectivité pour qu'elle décide qu'elle va isoler les bâtiments, qu'elle va renforcer l'hôpital, qu'elle va mettre de l'argent pour la réindustrialisation. Là, c'est Total qui décide lui-même
de ce qu'il fait de ses super profits. Et c'est cette discussion-là qu'il doit aussi y avoir. C'est-à-dire que l'argent appartient pas simplement à Total, alors qu'il n'a fait absolument aucune invention nouvelle. Il a juste bénéficié d'une situation d'aubaine et il n'a absolument pas mérité cette alors c'est pas ce que dit Patrick Pouyanné, évidemment. Comme il ne parle pas, je ne suis pas son porte-parole, mais il dit si on fait des profits comme cela, c'est aussi parce qu'on a su prendre un virage stratégique, etc. etc. Je répète, sa communication. Qu'ils ont essuyé des pertes, parce que ça on n'en parle jamais. Quand les actionnaires assument les pertes d'une entreprise, je vous rappelle que pendant le Covid, Total était en perte et que la rémunération de Patrick Pouyanné, elle avait été divisée par 2. Il n'a pas encore retrouvé. Alors je ne vais pas pleurer sur son sort, parce que je trouve que c'était absurde de faire ce qu'il a fait. Mais rappelons-le, il gagne moins qu'en 2019. Donc ça ne marche pas que dans un sens, figurez-vous. On ne peut pas dire que les grandes entreprises... Je voudrais revenir juste sur Elisabeth Borne. Parce que s'il y a une colère des Français, c'est une colère non pas contre des décisions que pourrait prendre le gouvernement, mais contre l'absence de décision. Et quand on voit Elisabeth Borne hier, on est presque de l'ordre de la supplication ou de la prière. C'est pas hyper ferme, quoi. Et c'est pourquoi Bruno Le Maire, dès ce matin, se dit je vais corriger un petit peu et je vais avoir une parole de fermeté, où il dit c'est illégitime, il faut maintenant débloquer, alors qu'il n'y a pas forcément de blocage. Enfin, il joue un peu sur les mots. Donc on sent bien que il y a ces deux lignes quand même au sein de l'exécutif. Elisabeth Borne qui dit attention, ok, je peux cibler la CGT, c'est plutôt payant auprès de l'opinion, mais d'un autre côté, je peux mettre de l'huile sur le feu, selon l'expression consacrée, par rapport au mouvement de demain. Et voilà, donc elle garde un équilibre. Bruno Le Maire, lui, par rapport à son propre agenda personnel, d'avoir cette image de fermeté, c'est le mot qu'il a encore employé ce matin, lui, il y va, et on a été un peu surpris quand même par ce mot illégitime en disant... il est allé trop fort, quoi. Ça n'empêche pas que pendant ce temps-là, parce qu'on est en train de parler d'un conflit qui est absolument épouvantable pour les gens qui en sont victimes, qui ne peuvent pas aller travailler, etc. Enfin, l'inconfort durera ce que dure le conflit. L'autre conflit en cours dans les centrales nucléaires, et là, EDF, ils font pas des super profits, ce sont des pertes records comme EDF n'en a historiquement jamais connu. Parce que le calendrier de redémarrage des réacteurs nucléaires, ça, c'est ce qui potentiellement va mettre la France dans le mur, alors qu'on le sait, nous allons dans le mur d'un point de vue énergétique. Donc ça peut passer si toutes les circonstances sont favorables. Là, on voit qu'il y a un des éléments majeurs du scénario du gouvernement pour passer l'hiver sans heurts qui est en train de s'effondrer. Que fait le gouvernement ? Parce que l'anticipation sur Total, j'ai envie de vous dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, la CGT, elle était dans un conflit politique. Moi, je crois qu'il n'y avait pas de baguette magique, ils auraient pu anticiper tout ce qu'ils voulaient, les autres, ils avaient décidé d'aller au clash. En revanche, dans les centrales nucléaires... Mais que peut faire le gouvernement ? Il y a un droit de grève, il est constitutionnel. Il n'y a pas Patrick Pouyanné. Alors, certes, il n'y a pas de patron d'EDF véritable. La faute à qui ? La faute à qui ? Mais il y a quand même un patron des agences de la participation de l'État, parce que l'État est actionnaire d'EDF à 85%. Donc là, il y a une responsabilité majeure et frontale de l'État qui en profite pour parler d'autre chose à la télé. Donc c'est quoi la solution ? C'est réquisition ? Point barre, parce que mais je pense qu'il va falloir pour EDF en arriver à des solutions, parce que nous allons vraiment dans une phase de complication énergétique très lourde. Ça vous fait réagir ? Non, mais parce que sur EDF, je pense que la responsabilité de l'État, elle est mise en cause là aussi. C'est-à-dire tout à l'heure, je parlais de Bruno Le Maire. Oui, et d'une façon plus générale et plus ample et depuis un petit moment, c'est-à-dire la politique énergétique à l'échelle européenne est désastreuse. Et aujourd'hui, tout le monde considère que là, il y a une situation. On pourra les envoyer au goulag tant qu'on veut, en raison de leur responsabilité passée. Ça ne fera pas qu'on aura plus d'électricité. Puisqu'on parle de responsabilité, on peut aussi poser la question de la responsabilité de la CGT. Alors je sais bien, je l'ai redit, le droit de grève est constitutionnel, mais enfin, faire grève dans les centrales nucléaires, en ce moment, dans la situation dans laquelle sont nos centrales, on peut se poser la question. On peut aussi se dire que la situation dans laquelle se trouve EDF est absolument hallucinante quand on se souvient dans quel état était cette entreprise il y a une dizaine d'années et où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. C'est quand même pas les ouvriers et les employés. Pardon. Non, évidemment pas. Le seul problème, moi, ce que je pense, c'est qu'à un moment, il faut quand même se dire que ceux qui travaillent dans ces entreprises peuvent aussi avoir droit à la parole, droit à la décision stratégique, et qu'en l'occurrence, excusez-moi, pour l'instant, c'est ce qu'on leur conteste. On les met à l'écart, on leur demande d'être moins payés, de renoncer à avoir le maintien de leur salaire et on les incrimine de la situation, alors qu'ils ne sont pas. Moi, je pose une question de temporalité, d'opportunité. C'est la même chose. Bon. Non, mais, et par ailleurs, juste un dernier petit mot, c'est que je veux dire que je crois que expliquer la situation actuelle par des conflits à l'intérieur de la CGT me paraît complètement lunaire. C'est-à-dire que si on pense. C'est ce que disait Jean-Sébastien non, au contraire, Jean-Sébastien. Quand on voit le temps qu'a mis Philippe Martinez à s'intéresser au conflit, on peut dire que ce n'est pas complètement idiot de dire qu'il y avait une arrière-pensée et qu'il s'est rendu compte que le conflit pouvait progresser, qu'il fallait pas qu'il soit à l'extérieur de celui-ci.
penser que les salariés des raffineries ou de EDF sont les jouets des appareils syndicaux et encore plus des appareils des fédérations contre la Confédération. Des salariés, ce ne sont pas les salariés de Total, ceux qui font grève, ceux qui font grève. Mais combien sont-ils? C'est ça le sujet. La CGT mobilise une petite partie des salariés. Et ces salariés-là ne sont pas les jouets des entreprises. Ils ont le droit de le faire. Mais ne faites pas comme s'il n'y avait pas une manipulation possible sur un petit noyau de gens. Je ne pense pas qu'il y ait une manipulation. Je pense qu'il y a une exaspération. C'est totalement différent. Bon, on a entendu vos arguments à l'une et à l'autre. Je voudrais qu'on parle maintenant des deux calendriers, en quelque sorte. Le calendrier des syndicats et puis le calendrier de la NUP et de Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, retour sur cette journée hier de marche contre la vie chère. Forcément, pour Alexis Corbière, c'était un succès. On l'écoute. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde et je pense que la dernière semaine a accéléré la mobilisation parce qu'il y a dans ce pays désormais, comme on dit dans le jargon, la question sociale est posée désormais. C'est-à-dire que beaucoup de Français ont vu 5,8% d'inflation sur les prix, les caddies coûtent de plus en plus cher, les salaires ne suivent pas et dans deux grands groupes d'industrie de l'énergie qui a fait des surprofits, les salariés se mobilisent pour avoir une juste meilleure rémunération et je crois que beaucoup de gens se disent oui, c'est le moment. Alors bien sûr, ils sont en difficulté, bien sûr, cela pose beaucoup de problèmes, mais il y a un ras-le-bol. Et hier, la manifestation était une des étapes de ce moment où la question sociale, la question d'une meilleure répartition des richesses, avec un gouvernement assez inactif. Marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique, pour être précis. Mathieu, Paris réussi pour Jean-Luc Mélenchon ? C'est une histoire de verre à moitié plein ou à moitié vide. Sur la mobilisation d'abord, on a eu le droit à la traditionnelle bataille de chiffres avec un premier indice. Les nombreux tweets des leaders insoumis pour dire il y a du monde hier, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Et puis ce chiffre qui est un peu sorti de nulle part, le plus vite possible, 140 000 personnes par les insoumis, histoire d'être les premiers à fixer un étiage. Quand vous êtes obligé de souligner, de surligner, de dire il y a du monde, c'est globalement que ça se voit pas naturellement. C'est quand il y a énormément de monde, il n'y a pas besoin de dire il y a du monde. C'est une première règle en politique. Donc du monde, il y en avait quand même. Pourtant, il y avait quand même quelques dizaines de milliers de personnes. Alors on est loin, très loin des appels, vous vous souvenez, il y a 5 ans, de Jean-Luc Mélenchon à faire déferler 1 million de personnes sur les Champs-Élysées. Là, cette fois-ci, les Insoumis s'étaient montrés beaucoup plus prudents. Mais il y avait quand même du monde et la pénurie de carburant, le refus des confédérations syndicales de lancer des mots d'ordre de manifestation ont sans doute fait baisser aussi un petit peu. Il y a peut-être eu un peu plus de mobilisation à cause de la colère sociale, mais un peu moins de mobilisation à cause de ça. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut s'y reconnaître une capacité, même si elle est limitée, une quand même capacité à mobiliser les gens dans la rue. Qui peut faire ça aujourd'hui ? Est-ce que c'est le patron du Parti Renaissance ? Pas certain. Est-ce que c'est Marine Le Pen ? Est-ce qu'il n'est jamais risqué ? Est-ce que c'est François Bayrou ? Est-ce que c'est Édouard Philippe ? Non, ça ferait rire tout le monde. Personne n'est capable de mettre autant de gens dans la rue, évidemment, que la NUPES. Et alors, sur le plan politique ? Alors la marche, elle a permis à la NUPES de tourner la page de sa rentrée catastrophe, qui avait été marquée par sa gestion calamiteuse des affaires de violences sexistes, conjugales ou sexuelles de certains de ses membres. Le paradoxe de l'histoire, c'est que la NUPES n'y est quasiment pour rien, ou presque, puisqu'en fait c'est le mouvement des raffineries qui a remis sur le devant de la scène la question des salaires, qui a réveillé d'une certaine façon une forme de colère sociale et qui a offert surtout une forme de débouché à Jean-Luc Mélenchon ou à Alexis Corbière qu'on a entendu quand ils disent c'est la première étape de quoi ? De quelque chose qui pourrait ressembler à un front populaire. Quand ils ont lancé la manifestation en juillet, il ne s'agissait pas de première étape d'un front populaire, c'était la manifestation de Jean-Luc Mélenchon. Or, ce front populaire, il reste évidemment très très hypothétique parce qu'il y a beaucoup de questions de fond à régler. Lesquelles ? La première, elle concerne la coordination tumultueuse de cette révolte, de ce mouvement social, et notamment les relations de la NUPES avec les confédérations syndicales. Il y avait des syndicalistes à la marche hier, mais les confédérations continuent de voir d'un très mauvais œil Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis occuper ou empiéter leur traditionnel terrain d'expression, la rue, quitte à fouler au pied au passage la charte d'Amiens. Puis et autre chose, j'ai repensé quand on dialoguait de nucléaire et de Total, c'est pas ces syndicats-là, on part en odeur de sainteté à la NUPES, où on prône quand même la décarbonation totale de l'économie et la fin du nucléaire. Donc d'ici à ce que ces gens-là se parlent et manifestent bras dessus, bras dessous, j'attends de voir. Ou alors certains reviendront sur leurs ambitions. La seconde question, elle concerne l'unité de la NUPES. Alors la NUPES, elle a prouvé depuis les législatives qu'elle tenait. C'était une alliance électorale qui a montré qu'elle savait perdurer, mais qui reste très fragile. Vous regardez les candidats à gauche à la présidentielle, Yannick Jadot, Fabien Roussel, ils n'étaient pas là hier. Le PS était divisé sur la question. Et alors
que chacun en plus a des congrès internes et puis des élections européennes qui se profilent, va falloir ressouder. Et puis enfin la dernière question, elle concerne Jean-Luc Mélenchon lui-même, son rôle, sa parole, son statut. Il n'a pas de mandat, il n'a pas de fonction. Il a arboré hier une cocarde tricolore à la boutonnière, comme s'il voulait toujours exister d'une certaine façon. Il voulait parler, alors ses amis l'ont laissé parler. Mais en coulisses, il y a quelque chose qui a changé. C'est que le sujet de son éventuelle succession, je dis bien de son éventuelle succession, est désormais sur beaucoup de bouches à la NUPES, mais y compris au sein de la France Insoumise. C'est plus tabou, et ça, la marche d'hier n'y a rien changé. Catherine Tricot, vous étiez dans la manifestation hier. Qu'est-ce qui vous a frappé ? Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait du monde au-delà des militants. Voilà, c'est pas la déferlante, ça c'est d'accord, mais il y avait du monde et il y avait pas simplement ceux qui ont l'habitude de battre le pavé. Il y avait beaucoup de jeunes. Notamment la jeunesse étudiante. Enfin, c'est la jeunesse des centres-villes. C'était pas la jeunesse des quartiers populaires qui était là, mais la jeunesse des centres-villes était assez présente. Et puis il y avait le monde salarié, pas tout le monde salarié évidemment, non, mais c'est évident. Mais il y avait bien au-delà des cercles militants habituels. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et quand vous disiez tout à l'heure, les insoumis disaient il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Je crois que c'était aussi pas simplement pour dire qu'il y avait du monde, c'est parce qu'ils étaient rassurés qu'il y ait du monde. C'est-à-dire qu'en fait, on ne savait pas s'il y aurait du monde. Et une semaine avant, je me souviens d'avoir vu samedi dernier tous les insoumis faire des tweets et des choses et des machins. Tout le monde devait faire de l'agitation pour qu'on parle de cette marche. Et en fait, on a parlé de cette marche et ça a assuré son succès grâce à la mobilisation. Donc en fait, c'est plutôt un ouf de soulagement de cette relative de ce succès, de cette bonne tenue de la diversité qui était présente. Olivier Faure, par exemple, ça s'est plutôt bien passé pour lui, sa prise de parole. Donc c'est sifflé pour une fois. Voilà, non mais je veux dire son intégration dans d'une certaine manière, c'est la première fois que Olivier Faure va dans une manifestation et que d'une manifestation de la gauche et dans lequel on lui fait pas le reproche du bilan de François Hollande et qu'il est accepté. Donc d'une certaine manière, la NUPES dans la rue, ça a existé. Alors je voudrais juste rappeler que il y a un cabinet qui s'appelle le cabinet Occurrence, qui est un cabinet indépendant qui est payé, mais en fonction des manifestations par certains médias, donc qui avait choisi cette fois-ci de financer un calcul qui est scientifique, qui est indépendant encore une fois, et on arrive à 30 000 personnes. Donc moi je ne comprends pas la logique des organisateurs de continuer de balancer un 140 000. Je trouve que c'est totalement dépassé comme façon de communiquer, parce qu'effectivement on peut considérer, David Audouy, que dans un contexte de lassitude de l'opinion, c'est ce que disait Mathieu, c'est pas si mal de faire venir 30 000 personnes dans la rue. Comment vous l'avez analysé, vous ? Moi, c'est pas si mal, mais c'est pas fou non plus. Ça permet pas de donner un élan, parce qu'encore une fois, et Mathieu l'a rappelé, c'était à l'appel de la NUPES, cette marche, c'était pas à l'appel de seulement Jean-Luc Mélenchon. Donc vous me direz, il n'y a pas beaucoup de militants au PS ou du côté d'Europe Écologie. Les syndicats n'avaient pas formellement appelé, même s'il y avait des syndicalistes. Et c'est quand même avant tout les insoumis qui étaient le principal bataillon. Mais c'était le même nombre de gens qu'il y avait eu en 2017 pour la manifestation post-présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Donc en elle-même, c'est pas un flop, mais ça permet pas de donner un élan, sauf qu'elle intervient dans un calendrier où ce n'est pas la seule manifestation qui participe à un mouvement social en France. Et ça, c'est la grande force de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il apparaît pas comme seul, alors qu'à l'origine, cette marche était prévue bien avant qu'il y ait cette grève dans les raffineries. Il n'avait pas anticipé qu'il y aurait ce mouvement. Donc ça lui donne quoi, une autre résonance à cette marche, très clairement, quoi. Déjà, ça donne une résonance qu'il est collectif. Alors que Jean-Luc Mélenchon, on lui reproche de ramener tout à soi. Et là, il n'a pas dit qu'il veut être Premier ministre du Front Populaire, il ne veut pas être le nouveau Léon Blum, il n'a pas dit ça, alors qu'au mois de juin, il disait bien qu'il voulait être le Premier ministre. Donc voilà, ça lui permet de se collectiviser, d'avoir moins la pression sur lui. Il n'incarne pas à lui seul le mouvement, avec tout le côté clivant qu'il a, ou même le côté peut-être dépassé, pour reprendre les mots de Mathieu. Et donc ça lui permet d'être dans un mouvement et d'être finalement au chaud, de ne pas être le seul à porter sur ses épaules tout ce mouvement. Et donc c'est plus confortable pour lui, et puis c'est plus signifiant à gauche d'être un mouvement collectif. Donc finalement, grâce au calendrier, c'est pas un insuccès complet. Ouais. Jean-Sébastien Ferjou, il y a demain cette journée de grève interprofessionnelle à l'appel de la CGT, Force ouvrière, FSU et Solidaires, de nombreux secteurs qui sont concernés, des transports aux crèches en passant par évidemment les centrales nucléaires, l'énergie, on en parlait tout à l'heure. Il y a aussi une amorce de mouvement dans certaines universités. Qui a la main ? Je parlais de calendrier là, et
voilà, et d'un côté, il y a cette journée d'action de la NUP qui était prévue depuis longtemps. De l'autre, il y a la CGT et d'autres syndicats qui essayent de généraliser un peu le mouvement. Qui a la main sur le calendrier ? Mais personne, je crois, n'a la main sur le calendrier, parce qu'il y a une dimension, comme toujours dans les conflits sociaux, qui échappe un peu à ceux qui veulent... Un peu d'improvisation, vous nous dites. Non, mais parce qu'il y a une alchimie particulière qu'il est difficile de prédire. Après, moi, je verrais plutôt quand même le verre aux 3/4 vide en ce qui concerne hier. Pour habiter dans les quartiers concernés, je peux vous garantir que par rapport aux Gilets jaunes ou à des tas d'autres moments de mobilisation contre les retraites, etc., il y avait quand même pas grand monde. Maintenant, peu importe, il y avait quand même 30 000 personnes, mais ça sert à quoi 30 000 personnes ? Pour le coup, les sondages, moi, contrairement à Ouest France, je pense que les enquêtes d'opinion ont quand même un intérêt. Vous parlez de notre second débat, qui sera sûrement passionnant. Parce qu'elle montre des dynamiques. L'image de Jean-Luc Mélenchon est catastrophique, l'image de la NUPES est catastrophique. Et la législative partielle qui a eu lieu la semaine dernière, la candidate de la NUPES a fait 7 points de moins face à Jean-Noël Barrot, qui pourtant est ministre renaissant. Donc s'il y avait une insatisfaction absolue de la population, on aurait pu imaginer à minima que le score de la NUPES ne recule pas, même si c'était dans un contexte d'abstention très élevé. Mais surtout, il y a un autre point, parce que tout ça, c'est pareil. Moi, je veux bien qu'on mette 30 000 personnes dans la rue, mais ça va changer quoi au pouvoir d'achat et ça va changer quoi aux politiques qu'on peut mettre en œuvre pour le dérèglement climatique ? Parce que c'était quand même un oxymore, la journée en question. Ouais. Parce que c'est quand même ça qu'il faut dire. Marcher pour le pouvoir d'achat et contre l'inaction climatique, mais pardon, il se trouve que justement un certain nombre d'enjeux, c'est que l'action climatique, elle va coûter très cher et que justement on est en train de voir ce que ça pourrait coûter à l'économie française d'être obligé de passer par des économies d'énergie forcées, et c'est ça le sujet et c'est ça le défi politique. Et quand vous avez quelqu'un qui prétend être le renouveau politique de demain, mais qui est infoutu, mais absolument infoutu d'aborder ni de près ni de loin la question qui est la clé de notre avenir, parce que c'est ce que je vous disais, pour le coup, le dérèglement climatique et comment garder prospérité tout en étant dans l'action climatique. Ça, c'est un défi intellectuel. Avez-vous entendu une seule personne hier ? Moi, la seule chose que j'ai entendue, c'est les gens qui s'adressaient à Sandrine Rousseau en disant qu'elle était une révolutionnaire de salon. Parce que ça montre bien, justement, que c'est de la posture, que c'est on se fait plaisir, on s'amuse à refaire les mêmes conflits qu'avant, machin, on est 30 000, on est content d'être ensemble. Mais ça change quoi pour les Français ? Ça change quoi au débat politique ? Alors moi, je crois que... Allez-y. Oui, je crois que et peut-être à quoi sert la journée de demain, si on essaie de se projeter un peu. D'accord. Alors le débat, c'est de savoir comment on va faire le défi. On va relever le défi climatique en n'aggravant pas les inégalités. C'était ça un peu le sens de ce qui vous apparaît comme un oxymore et qui en fait doit être lié, qui était le slogan des Gilets jaunes, fin du monde, fin du mois. C'est-à-dire comment on fait pour que tout ça ne se traduise pas par une plus grande difficulté de vie pour ceux qui sont aujourd'hui les plus... Donc la question de la cherté de la vie est une question qui doit s'articuler avec le fait de lutter contre le réchauffement climatique. Ce que je pense, c'est que ce qui est en train de se passer, qui est un peu le hasard du calendrier, puisqu'en effet, comme vous l'avez rappelé, c'était décidé depuis le mois de juillet, c'est qu'en fait, cette question sociale devient une question politique. Et en ce sens, je crois qu'il ne faut pas exagérer la tension entre les syndicats et la NUPES. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des conflits parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur les thématiques, qui prenait l'initiative, etc. Mais le fait que, au fond, cette question, elle soit portée d'une part par les syndicats et d'autre part qu'elle soit portée par les organisations politiques, je pense que de ce point de vue, là, il y a un consensus pour dire que c'est une question qui n'est pas que syndicale ni que politique. Elle est l'un et l'autre. Et c'est en ce sens que Jean-Luc Mélenchon faisait référence au Front populaire. C'est-à-dire que le Front populaire, il a articulé le social et le politique. Et je crois que c'est ça qui a commencé à se jouer et peut se jouer dans les jours qui viennent. Mais c'est vrai, alors c'est peut-être à courte vue ce que je vais vous dire, mais les Français, ils veulent le retour de l'État pour justement actionner cette transition écologique, ou alors au contraire, ils veulent juste le retour du carburant dans leur station-service à court terme pour continuer de prendre leur voiture. Je pense qu'ils veulent les deux. Je pense qu'ils veulent. Mais c'est un peu contradictoire. Non, pourquoi c'est contradictoire? C'est ce défi-là qu'il faut éclairer, justement. Oui, c'est ça. C'est que moi, ce que je pense, c'est que là, il y a de la politique et il y a de l'arbitrage. Et il y a des négociations sociales et politiques qui doivent se mettre en branle. Et donc, en l'occurrence, moi, je crois que nous ne cesserons de payer l'absence de débat pendant l'élection présidentielle, c'est-à-dire le fait que nous n'avons pas eu ces discussions pendant la période qui était impartie, et que donc où on met le curseur entre les différents arbitrages qu'il faut faire, le social, le politique, la transition écologique, les services publics, la hausse du pouvoir d'achat, ça n'a pas été discuté, et on cherche les voies de cette discussion et de cet arbitrage à l'Assemblée
nationale, dans la rue, dans les grèves, dans les débats qui sont menés sur les plateaux télévisés et dans les partis politiques. Je crois que c'est ça qui est en train de se jouer, c'est cet équilibre, cet arbitrage et éventuellement cette inflexion que le gouvernement doit prendre, à mon avis, parce qu'il faut qu'il sorte de sa posture et qu'il engage réellement ce que Macron avait dit. Son quinquennat devait être écologique ou ne devait pas être. Il faut qu'il devienne écologique et pour l'instant, c'est pas fait. Daï Kodoui, moi, ça m'a un peu marqué ou choqué, je ne sais pas, mais d'entendre la terminologie grève générale. Pour parler de la journée de demain, on en est très loin. Enfin, les mots ont un sens, on en est très loin. On en est très loin, oui. Après, tout le monde n'utilise pas ce mot. Pas Sandrine Rousseau. Pas du côté des syndicats. Pas du côté des syndicats. Non, bien sûr que non, mais dans la façon, oui, la petite musique médiatique, on va dire. Bien sûr, mais l'idée, c'est que ça ressemble à une grève générale. C'est ça l'idée, même si ça ne sera pas tout à fait le cas. Mais l'idée, c'est une première journée. Ça va, parce que si c'est juste pour manifester une journée, ça n'a pas de sens. Ce qu'espèrent les syndicats, c'est impulser un mouvement et surtout encourager des entreprises dans leur coin à faire grève. C'est là-dessus qu'ils espèrent que ce ne soit pas simplement des grands mouvements du public auxquels les Français sont habitués, c'est qu'il y a un climat global dans les petites entreprises. C'est d'ailleurs ce que dit et ce qu'appelle Philippe Martinez. Dans plein d'entreprises privées, il y a des petits conflits ici ou là. Ça ne permettra pas au gouvernement de le régler de façon nationale. Tout le monde y est opposé, il ne veut pas une grande conférence sociale. Donc ce n'est pas forcément ça ce que veulent les syndicats. Ils veulent jouer un rapport de force, peut-être au sein de chaque entreprise. Mais les politiques, eux, veulent un rapport de force au niveau national. C'est peut-être là qu'il y a non pas des frictions, mais il y a une différence d'intérêt et une différence de compréhension du mouvement entre d'un côté Jean-Luc Mélenchon et de l'autre les syndicats qui appellent au mouvement demain, notamment la CGT le plus important. Oui, et puis à la SNCF Sudrail notamment. Voilà, mais des différences d'intérêt majeures. Rappelons quand même que les fédérations de l'énergie défendent quand même le nucléaire. Et est-ce que les salariés et les syndiqués de Total Énergie ou d'Esso sont contre la fin des énergies fossiles ou pour je pense que là, va y avoir vraiment une grosse friction sur le fond. Est-ce que je peux dire un mot sur ça parce que oui. Alors, Jean-Sébastien et ensuite Catherine. Il y a surtout, je pense, une vraie différence d'anticipation sur la conjoncture économique. La petite phrase d'Emmanuel Macron dont je vous parlais tout à l'heure, elle est majeure. La réalité, c'est celle-là. C'est que nous avons des politiques monétaires qui sont en train d'étrangler la croissance en Europe. La dernière fois qu'on a commis les mêmes erreurs en 2009, en 2008 et en 2011, on est rentré dans une période de croissance faible. La croissance faible, ça se traduit par des millions de chômeurs et on sait que les millions de chômeurs de longue durée sont des gens qui ne reviennent jamais sur le marché de l'emploi. Le social, c'est ça, c'est de réfléchir au contexte macroéconomique, pas juste de réclamer des augmentations que dans un certain nombre de cas, les entreprises ne peuvent pas consentir. Alors bien sûr qu'on comprend le point de vue des gens qui ont des difficultés à boucler leur fin de mois. Le sujet n'est pas celui-là. Le sujet est nous allons dans le mur et en plus de ça, cette fois-ci, il n'y a aucun moteur de croissance contracyclique. Ce qui nous a sauvés dans les périodes précédentes, c'est qu'il y avait soit de la croissance aux États-Unis, soit de la croissance en Chine. Il n'y en a plus ni aux États-Unis, ni en Chine. La réalité économique de ce qui nous attend, elle est extrêmement sombre et potentiellement, je vais vous dire, il y a même une crise financière qui nous pend au nez. Parce que quand vous regardez l'état du Crédit Suisse, oui, mais ce sont des éléments qu'il faut mettre dans le débat. Parce que sinon, on parle un peu de tout et n'importe quoi au doigt mouillé. Mais le Crédit Suisse, ça peut être un événement à la Lehman Brothers. Allez, c'est ça le contexte économique. On va parler du 49.3 dans un instant, mais je vous laisse le mot de la conclusion sur cette partie. Non, mais je voulais rebondir sur quels sont les moteurs de croissance et finalement, qu'est-ce qu'il peut se passer sur la question énergétique, ce conflit entre les raffineries et puis la fin du pétrole. Mais justement, si on écoute bien les syndicalistes, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'il faut réinvestir dans les raffineries françaises pour qu'elles ne sortent pas de France et d'Europe pour aller s'implanter dans des pays avec moins de protection environnementale. C'est-à-dire qu'en vérité, tout à l'heure, quand je disais tout à l'heure que l'enjeu, c'est que les salariés aient leur place et leur mot, c'est à la fois la reconnaissance d'un point de vue salarial, mais c'est aussi dans ce cas-là, vous renoncez à ce que l'État intervienne. Qu'est-ce qui s'est passé sur les raffineries françaises ? L'État a dit faites du sans-plomb, raffinez du sans-plomb, et les constructeurs automobiles ont fait du diesel et les Français ont acheté du diesel en masse. Donc quand on mélange la décision publique absurde, comme là, la décision publique absurde qu'on est en train de prendre sur les véhicules électriques et que nous regrettons exactement de la même manière dans 5 ans ou dans 10 ans, mais il y a un moment, il faut choisir. Soit vous faites confiance au privé, soit vous
faites confiance à la planification de l'État. Allez, on laisse Catherine conclure. Non, mais ce que je pense, c'est qu'il faut faire confiance, en l'occurrence, au débat politique pour qu'il y ait des orientations qui soient prises et qui soient tenues et qu'on ne soit pas dans la godille et que donc c'est on est dans la godille. On est dans la godille. On est dans la godille si on ne débat pas publiquement. C'est dans ce contexte de grogne sociale que le budget est discuté évidemment à l'Assemblée. C'est mercredi, a priori, que le gouvernement devrait utiliser le 49.3. Information quasi confirmée ce matin par Franck Riester. C'était sur Public Sénat, face à Ariane Mancini, le ministre délégué des Relations avec le Parlement. On l'écoute. Écoutez, on a un débat qui est prévu jusqu'à mercredi. Nous aurons besoin, à l'issue du débat, de voter le budget, puisqu'on doit donner au pays un budget pour payer les fonctionnaires, pour permettre justement la politique, par exemple, de bouclier énergétique. Et donc, nous prenons nos responsabilités, le moment venu, d'utiliser cet outil prévu par la Constitution, qui n'est pas un passage en force, mais qui nous permet de voter le budget. Pourquoi je dis pas passage en force ? Parce que, un, c'est prévu dans la Constitution, et deux, on a laissé le temps au débat. Ça fait maintenant presque une semaine qu'on débat du projet de loi de finances dans l'hémicycle, après un travail en commission, après les dialogues de Bercy, où Gabriel Attal et Bruno Le Maire ont reçu toutes les forces politiques pour pouvoir discuter, échanger du budget. Et on parle donc de ce 49.3 avec Audrey Betaz qui peut nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Audrey. Aujourd'hui, Elisabeth Borne réunissait les présidents de groupe de la majorité pour plancher sur ce texte. Oui, car en cas de 49.3, le gouvernement reprend la main sur le texte sur lequel il engage sa responsabilité. Il peut, s'il le souhaite, supprimer tous les amendements qui ont déjà été votés. Normalement, ce n'est pas ce qui devrait se passer parce que ça ne va pas dans une optique de conciliation, de refondation qui est vantée depuis plusieurs semaines. Alors, qu'est-ce qui sera jeté, qu'est-ce qui sera gardé ? Pour l'instant, difficile de le savoir, c'est confidentiel. Alors on s'est intéressé aux lignes rouges des LR puisque le texte arrivera ensuite au Sénat où la droite et le centre sont majoritaires. Alors ce n'est pas une surprise, la majorité LR du Sénat ne veut pas d'une taxe sur les super profits qu'elle considère être une taxe Total Énergie anecdotique. En revanche, elle aimerait qu'on garde la sobriété administrative qui est demandée au service de l'État parce que les sénateurs qui défendent les collectivités estiment qu'on en demande beaucoup aux collectivités. Ils aimeraient que l'État, les services de l'État fassent leur part. Enfin, le Sénat, c'est un peu technique, aimerait reporter la suppression de certaines cotisations pour que ces fonds aillent au financement d'un bouclier énergétique en faveur de ces mêmes collectivités. Écoutez. Nous souhaitons mettre en place en fait un bouclier énergétique, mais qui soit ciblé dans le sens où il serait attribué sur présentation d'un réel dérapage en fait des coûts de l'énergie, de manière à vraiment dissocier ce qui pourrait relever d'une gestion ou de choix de politique qui n'ont pas de lien en fait avec l'envolée des prix de l'énergie. Vous le voyez, la droite et le gouvernement peuvent tomber d'accord sur de petites défenses. Pour le reste, les sénateurs LR sont assez critiques puisque d'après eux, le gouvernement ne construit pas son budget selon les bons calculs. Écoutez. Le gouvernement construit son budget 2023 sur une hypothèse de croissance de 1%. Alors même que début septembre, déjà le consensus des économistes était plutôt autour de 0,6-0,5%. Et que depuis, l'environnement macroéconomique a plutôt été en se dégradant qu'en s'améliorant. Vous le voyez, ce sont des choses qui pourront peut-être être changées quand le texte arrivera au Sénat ou quand les sénateurs étudieront la trajectoire de redressement des finances publiques du gouvernement. Mais ça, c'est un autre texte et une autre histoire, Thomas. Merci beaucoup, Audrey. Daï Koudouи, moi j'ai le sentiment d'un jeu de dupes depuis plusieurs jours avec ces débats. Alors le Parlement, l'Assemblée en l'occurrence, fait son travail, mais chacun est dans sa posture. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ça, une sorte de jeu de dupes ? On sait que le gouvernement va utiliser le 49.3 à 24 heures ou 48 heures près. Bon. Voilà, et que les oppositions ne vont pas voter le budget. En revanche, est-ce que les débats, pour autant, ont été inintéressants ? On a pu voir des amendements passés contre l'avis du gouvernement grâce à la majorité. Notamment sur les super profits. Sur les super profits, sur les super dividendes. On a vu aussi des amendements LR. Voilà, il y a eu tout un débat qui était intéressant à observer. Il faut bien comprendre que là, c'est le premier 49.3. On ne parle que de la partie recette du budget. Après, il va y avoir la partie dépenses. C'est vraiment un laboratoire en grandeur nature de ce qui peut se passer à l'Assemblée par rapport à ces débats-là. Donc c'est vrai que le gouvernement, on avait dit qu'il le ferait le 49.3 très vite, parce qu'il ne voulait pas se donner le luxe d'être mis en minorité, qu'on dise des couacs, etc. Finalement,
de jour en jour, et notamment à cause du mouvement, parce que c'était pas possible de déclencher avant le mouvement de demain, ça aurait pu être considéré comme provocateur. Finalement, il est obligé d'aller au bout des débats par rapport au vote de la première partie de ce budget. Donc l'argument de dire oui, on a laissé place au débat, il est plutôt vrai. Il y a eu des vrais débats. Je dupe, oui, parce que sur l'issue, pas forcément sur la tenue des débats, qui encore une fois, en plus, on s'est peut-être focalisé sur 2-3 moments, notamment Le Maire, Le Pen, Lâche et tout, qui honnêtement qui n'était pas très intéressant et qui, je pense, n'a pas témoigné de la tenue des débats à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça dit, Mathieu, pour conclure, peut-être de la faiblesse de la majorité présidentielle? On a vu qu'il y avait une sorte de fatigue des députés qui sont appelés à la rescousse à longueur de journée ou de nuit. Ça dit tout sur la présence dans l'hémicycle, oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de galoper pour aller dans l'hémicycle. Même s'ils sont en commission. Voilà, même s'ils sont en commission. Donc pendant qu'ils sont dans l'hémicycle, c'est très bien, parce que pour les téléspectateurs, quand il n'y a personne dans l'hémicycle, on a toujours l'impression qu'ils sont tous à la plage. Mais non, la vérité, c'est qu'ils bossent pour la plupart d'entre eux. Donc ça donne cette belle image. Après, pour le gouvernement, c'est un test grandeur nature. Délicat a raison, il va y avoir 8 ou 9 49.3 entre le PLF, le PLFSS et les allers-retours entre l'Assemblée et le Sénat. Donc c'est le premier d'une longue série. Moi, je pense qu'ils l'ont plutôt pas mal géré, parce que ça paraîtra pas comme une violence insensée faite au Parlement. Et puis franchement, les Français, je pense, n'ont pas grand-chose à faire de cette idée de 49.3, sauf ceux qui connaissent la technique parlementaire particulièrement bien. Mais les autres ne voient pas forcément l'intérêt de toute cette affaire. En revanche, là, ils peuvent le faire, parce que, entre guillemets, le 49.3 est gratuit. C'est-à-dire qu'ils peuvent le faire pour les projets de loi de finances, pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Mais ensuite, pendant le reste de la législature, ils ne pourront le faire qu'une fois, puisque depuis Nicolas Sarkozy, on ne peut plus le faire qu'une fois. Et attention, c'est là que les ennuis ont commencé. Et les accords sur les amendements qu'on prend ou pas des autres partis, c'est pas pour ce budget-là, parce que tout bien, elle voteront contre. C'est pour les textes à venir. Si on fait un petit signe comme ça au LR en reprenant leurs amendements, c'est pas pour qu'ils votent le budget, ils voteront pas. Mais c'est pour d'autres textes, pour avoir leur soutien. Sortir le 49.3, c'est quand même plutôt une défaite. Parce qu'ils n'avaient pas envie d'envoyer. Non, mais je ne dis pas le contraire. Mais ce que je veux, c'est qu'ils auraient. C'est pas une surprise, en tout cas. Non, c'est pas une surprise compte tenu de la manière dont évolue le débat au sein des Républicains. Mais ils espéraient au moins avoir une abstention des Républicains bienveillante qui leur aurait évité cette façon de procéder qui n'est pas très souple, quoi, qui est un peu autoritaire. Allez, 45 minutes sont écoulées. C'est le temps du premier débat. On va en garder autant parce que ça promet d'être passionnant. Merci à tous d'avoir participé, évidemment.